Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bienvenue, vous suivez le 13h et vous faites bien. Au sommaire, Amadou Gon Coulibaly a assisté hier à la remise officielle des travaux de réhabilitation et de construction de la grande mosquée de Koumassi, un don de Cissé Ibrahim Bakongo à la communauté musulmane de la commune. Dans ce journal, nous évoquerons le lancement du projet d'appui à la gestion économique et financière et un projet qui vise à renforcer les capacités des administrations financières en tenant compte des points de réforme qui n'ont pu être exécutés dans le schéma directeur des finances 2014-2016. Après 37 ans, sous la coupe de l'autoritaire Robert Mugabe, le Zimbabwe a mis ce vendredi un point final à son règne avec l'investiture de son successeur, Emmerson Mnangagwa. L'ancien vice-président a officiellement été investi président ce matin à Harare. Voilà les titres. À présent, leur développement. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République pour suivre les audiences du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu hier jeudi 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui sont allés lui remettre leur lettre de créance. Ce sont Martin Viviès de l'Ordre souverain de Malte, Elena Stefoy de Roumanie, Andreas Zabo de Hongrie et Peter Olasek de Slovaquie. Le compte-rendu d'Awatouré. Premier ambassadeur de la République slovaque accrédité en Côte d'Ivoire, Peter Olasek, à l'issue de la présentation de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, a exprimé sa détermination à œuvrer au renforcement des relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Slovaquie. Nous avons identifié plusieurs domaines de coopération avec Monsieur le Président de la République, notamment dans les domaines économiques. Nous pensons que nous avons beaucoup d'échanges commerciaux que nous pouvons renforcer avec la Côte d'Ivoire. J'ai aussi fait savoir à Monsieur le Président de la République qu'une délégation avec en tête le Premier ministre de la République slovaque se rendra en Côte d'Ivoire pour le sommet et nous attendons beaucoup des échanges entre les continents. La Hongrie ouvre également pour la première fois une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Son ambassadeur, Andras Szabo, après avoir présenté ses lettres de créance, a salué le leadership de la Côte d'Ivoire en Afrique avant de souligner la volonté de son pays d'investir en Côte d'Ivoire. Nous connaissons la puissance de Côte d'Ivoire, donc nous tenons une grosse importance d'augmenter les relations avec vous. Donc c'est pour cela que je suis très honoré et touché d'être ici. On a fait une discussion très chaleureuse avec Monsieur le Président. Je lui ai annoncé qu'il y a une grosse volonté de la part de la Hongrie d'investir dans différents secteurs ici, secteur de la santé, l'agriculture. Nous tenons beaucoup à la diplomatie dans le domaine du sport. L'ambassadrice de Roumanie a pour sa part relevé le partenariat de longue date entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des liens traditionnels qui placent la jeunesse au centre de toutes les actions entreprises dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Roumanie. Cette année, on a même célébré la 50e anniversaire de notre relation diplomatique. La Roumanie a abrité et éduqué plus de 50 milliers d'étudiants africains. Et la Roumanie continue d'octroyer des bourses annuellement aux étudiants des pays africains. Nous avons aussi un programme de bourses postdoctorales pour les étudiants provenant de pays francophones. Nous avons une forte coopération dans le cadre onusien aussi. Nous avons toujours soutenu et travaillé de concert avec la Côte d'Ivoire pour promouvoir des résolutions. Dernier diplomate à présenter ses lettres de créance, l'ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte, dont la mission en Côte d'Ivoire s'exerce depuis plus de 40 ans dans les domaines de la santé et du secours. Un partenariat que le nouvel ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte entend renforcer. Nous sommes très présents par l'hôpital de Bodo,
qui a été inauguré par son Excellence le Président de la République en avril 2015. Et nous soutenons environ une petite quarantaine de dispensaires sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous sommes en partenariat systématique avec les autorités ivoiriennes, notamment avec le ministère de la Santé, et nous essayons de développer cette coopération au travers d'activités essentiellement dans le domaine de la mère et de l'enfant, et puis aussi le secours à la personne, puisque l'axe de Bodo, l'axe Abidjan-Yamoussoukro est quand même un axe fort, un axe lourd, et nous allons essayer peut-être de développer toutes les activités de secours à partir de ce bel établissement de Bodo. Les ambassadeurs de Slovaquie, Hongrie, Roumanie et de l'Ordre souverain de Malte, au thème de la cérémonie protocolaire de présentation des lettres de créance, se sont pliés au cérémonial militaire. Je vous l'annonçais en titre, Amadou Gon Coulibaly était hier dans la commune de Koumassi pour assister à la remise officielle des travaux de réhabilitation et de construction de la grande mosquée de la commune et l'école confessionnelle musulmane. Un don de Cissé Ibrahim Bakongo à la communauté musulmane de Koumassi. Le Premier ministre a officiellement remis les clés de l'édifice religieux devenu flambant neuf au président du COSIM, Cheikh Alaïma Bouakari Fofana. Gabriel Zani était sur place pour RTI. Ils pourront prier désormais dans leur nouvelle mosquée. La grande mosquée de Koumassi a été inaugurée ce jeudi par Amadou Gon Coulibaly au grand bonheur des musulmans de la commune. L'édifice religieux avait en effet besoin d'être remis en état. Il a fallu 3 mois pour refaire toute l'architecture de la mosquée cinquantenaire. Au lieu d'une réhabilitation, ce fut une reconstruction de l'édifice avec des travaux lourds, allant du traitement de la dalle à la consolidation du bâtiment par le renforcement des piliers et des poutres. La reprise totale du système électrique et de la sonorisation complète de la mosquée. Les élus et cadres, les personnalités du pays ont donc investi des fonds pour qu'elle apparaisse aujourd'hui sous son beau jour. Parmi les donateurs, le député Ibrahim Cissé Bakongo, initiateur du projet de réhabilitation. Son initiative a été saluée par l'ensemble de la communauté musulmane. L'aspect déshérité, voire lunaire, qu'affichait l'édifice et son environnement glauque et insalubre était une épreuve douloureuse et un défi pour l'ensemble de la communauté musulmane de Koumassi, dont le ministre Cissé Bakongo fait partie. Dès lors, on comprend que celui-ci n'a pas pu résister à la tentation de prendre l'engagement. Un pari fou et de fou, de procéder à la réhabilitation et à l'embellissement de l'édifice afin d'offrir aux fidèles musulmans un cadre assaini, sinon aseptisé, lumineux et reposant qui favorise la concentration et le recueillement. Si cette grande mosquée fait la fierté des musulmans de Koumassi, elle doit devenir un facteur de rapprochement et de solidarité selon le Premier ministre. La transformation qualitative opérée en ces lieux est un exemple même de notre capacité à transformer et à améliorer nos conditions de vie par le travail et la foi. Je veux donc lancer ici un message d'espoir à tous mes frères et sœurs ici réunis. De nombreux défis restent encore à relever pour continuer d'améliorer le quotidien de l'ensemble de nos compatriotes et particulièrement de ceux qui vivent à Koumassi. À côté de la mosquée se trouve la première école primaire islamique de Koumassi baptisée Institut Mama Cissé Sabine Nadja. Tout comme la mosquée, l'école portait aussi le poids de l'âge. Aujourd'hui réhabilitée, les clés ont été remises à la ministre de l'Éducation nationale. Reportage signé Gabriel Zani. C'était une journée bien remplie pour le Premier ministre. Juste après l'étape de Koumassi, il s'est tout de suite rendu au SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, qui était hier à sa 7e journée. Sur place, Amadou Gon Coulibaly a paraphé un pacte de financement du programme national d'investissement agricole de 2e génération. Ce PNIA 2 prévu sur la période 2018 et 2025 va nécessiter un investissement de près de 12 000 milliards de francs CFA. Le témoignage de Cheikh Koné. À travers ce pacte de financement, le gouvernement, les partenaires au développement, les acteurs du monde agricole s'engagent à respecter leurs promesses
pour la mise en œuvre parfaite du Programme national d'investissement agricole, PNIA de deuxième génération. Cet engagement est l'aboutissement d'un travail acharné et une implication forte du gouvernement pour le développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous avons toujours bénéficié de votre conseil et de vos orientations. Nous n'avons pas de doute que comme la première génération, la deuxième génération du Programme national d'investissement agricole pourra donner des résultats satisfaisants. L'innovation majeure dans la mise en œuvre de ce PNIA de deuxième génération est la forte implication de toutes les parties prenantes au développement du secteur agricole, à savoir les organisations agricoles, les institutions sous-régionales, le secteur privé, ainsi que les partenaires au développement. Une démarche fort appréciée de ces acteurs qui reconnaissent tout de même que des défis majeurs restent à relever dans ce nouveau départ. Une mobilisation encore plus forte des ressources et des financements, particulièrement de l'État et du secteur privé, des innovations institutionnelles pour une coordination plus efficace des différents sous-secteurs et des acteurs, le renforcement des mécanismes de suivi et évaluation des résultats et de collecte des données sur l'agriculture. Se félicitant de l'importante contribution des partenaires financiers dans la mise en œuvre du PNIA 1 et le renouvellement de leur engagement pour le PNIA 2, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rappelé les objectifs stratégiques du dit programme. Fixer les paramètres d'un partenariat à moyen et long terme dans le secteur agricole. Spécifier les principaux engagements de la part du gouvernement de Côte d'Ivoire et des partenaires au développement. Clarifier les attentes des acteurs du secteur agricole et agroalimentaire afin d'assurer une mise en œuvre réussie du PNIA 2. Pour ce faire, Amadou Gon Coulibaly a rappelé le rôle primordial que devra jouer le secteur privé dans le financement du secteur agricole. Un engagement qui sera accompagné d'une forte volonté du gouvernement à jouer sa partition. Pour sa part, le gouvernement s'engage à augmenter progressivement les ressources budgétaires allouées au secteur agricole pour atteindre à l'horizon 2025 un taux d'environ 9 à 10%. Et nous ferons l'effort dès l'année 2019 de faire un peu plus que ce qui est prévu donc dans le budget 2018. Prévu sur la période 2018-2025, le PNIA 2 va nécessiter un investissement de 11 milliards 900 millions de francs CFA. Après la cérémonie de signature, le Premier ministre a visité les stands du SARA 2017 pour apporter son soutien aux participants. Au pôle produit, le chef de gouvernement a eu l'agréable surprise de rencontrer l'ex-ministre des Transports, Gaoussou Touré, aujourd'hui acteur dans la transformation de l'anacarde. Nous avons un autre stand qui présente les produits et les différentes actions que nous sommes en train de poser aujourd'hui pour le développement de l'agro-industrie au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons une usine de traitement des noix de cajou à Odjene. Plusieurs stands et autres pôles d'exposition ont reçu la visite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et au sortir du Sahara, je vous conduis à présent dans la commune du Plateau où a été lancé récemment le projet d'appui à la gestion économique et financière. Il s'agit d'un projet pour renforcer les capacités des administrations financières en tenant compte des points de réforme qui n'ont pu être exécutés dans le schéma directeur des finances 2014-2016. On en sait plus avec Francis Boiffre. Objectif à long terme du projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF, augmenter l'indice de performance de la Côte d'Ivoire qui est passé de 42,6 à 54,2 en l'espace de 5 ans, selon le dernier rapport sur la gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim. Dans l'immédiat, le PAGEF vise à améliorer les capacités des administrations économiques et financières et relever plusieurs défis. Notamment la mobilisation des recettes budgétaires pour le financement du PND 2016-2020, la gestion optimale de la dette publique, la finalisation de la transposition des directives de l'UEMOA en matière de gestion des finances publiques et la mise à niveau des capacités des ressources humaines dans ce nouveau cadre de gestion des dépenses publiques. Coût global de ce projet, environ 16 milliards de francs CFA, financé à plus de 13 milliards par la Banque africaine de développement, BAD. La banque veut ainsi contribuer à l'atteinte de plusieurs résultats. La mise en place d'un système opérationnel d'archivage et de numérisation des données. Il s'agit de l'interconnexion des douanes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso.
Enfin, il s'agit de l'accroissement du taux de pression fiscale qui devrait, nous l'espérons, n'est-ce pas, atteindre les 20% d'ici 2019 par un élargissement de l'assiette fiscale et un recouvrement optimal. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF s'inscrit dans la mise en œuvre du plan national de développement. C'est une réponse aux difficultés rencontrées dans le schéma directeur de la réforme des finances publiques sur la période 2014-2016. Arrêtons-nous un moment sur ce coup de filet de la police criminelle. 2 gangs de braqueurs présumés qui sévissent ici à Abidjan viennent d'être mis aux arrêts. Spécialisés dans les vols à main armée de véhicules de luxe et dans les commerces. Et mercredi, c'était l'opération de trop. Ils ont été appréhendés, plusieurs armes ont été saisies ainsi qu'une quantité énorme de munitions. Le reportage d'Herman Yamia. Ces individus sont des présumés gangsters spécialisés dans le vol des véhicules de luxe. Ils ont été appréhendés par la brigade de recherche et d'intervention de la police criminelle suite à une plainte d'une victime. L'enquête ouverte aussitôt a permis de mettre la main sur l'un d'entre eux dans la commune d'Abobo avec en sa possession un pistolet garni de 15 munitions. Le suspect a reconnu les faits et dénoncé ses 2 autres complices. Ces derniers ont été abattus lors de leur interpellation. La police criminelle a également appréhendé d'autres suspects. Ils s'apprêtaient à attaquer une entreprise qui organisait le transfert de 100 millions de francs CFA. Les enquêtes ont conduit vers un réparateur d'armes à feu à Anyama. À son domicile, il a été découvert une panoplie d'armes ainsi que des munitions. Dans 9 jours exactement, il se tiendra ici à Abidjan la 19e conférence ICASA 2017, la plus grande conférence sur le sida en Afrique, à laquelle plus de 10 000 délégués de la communauté mondiale sont attendus. L'Afrique, une approche différente vers la fin du sida. Voilà le thème de la conférence qui engage tout le continent. CCM Côte d'Ivoire, l'instance de coordination nationale, vient d'offrir à une quarantaine d'organisations de la société civile l'épargne officielle de l'événement. ICASA 2017, c'est pour le 4 décembre prochain. Et le gouvernement ivoirien se mobilise pour la réussite de ce rendez-vous mondial sur le VIH-Sida. Le pagne officiel dans les mains de la présidente du CCM à Côte d'Ivoire, l'instance de coordination nationale, est un don du Premier ministre à 43 organisations qui luttent contre la maladie. Preuve des attentes de l'État de Côte d'Ivoire en cette 19e conférence internationale. Pendant la conférence ICASA, il y aura un village communautaire. Donc il va falloir tenir le village communautaire. Donc c'est eux, la société civile, qui sont en premier plan dans ce village communautaire. Et puis il faut aussi mobiliser toute la population ivoirienne autour de la thématique du VIH-Sida pour qu'on réduise la transmission et que le sida disparaisse dans notre contrée. Des pagnes qui valent plus de 600 000 francs CFA pour leur permettre une bonne participation à cette édition du ICASA. Les récipiendaires en sont heureux, mais en même temps, ils mesurent le poids de la mission qui leur est confiée, celle de sonner la mobilisation autour de l'événement. Il aura les leaders communautaires, il aura les autorités, il aura les communautés, il aura les scientifiques. Et nous pensons que oui, chacun d'entre nous doit donner le meilleur de lui. Les récipiendaires sont des personnes vivant avec le VIH et des organisations de la société civile. ICASA 2017 va se tenir du 4 au 9 décembre prochain. Et ce sont 10 000 personnes qui sont attendues pour aider à bâtir une Afrique sans sida. Reportage signé Franck Quadio. Direction le Moronou, où les populations bénéficient en ce moment d'une semaine de vaccination gratuite contre la méningite. C'est une campagne menée par l'ONG espagnole Africa Arco Iris et elle se tient à l'initiative de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, cadre de la région. Ce sont en tout 14 000 doses de vaccins qui seront administrées aux enfants de cette partie du pays. Mahama Traoré. C'est la 15e campagne de vaccination gratuite initiée par l'ONG espagnole Africa Arco Iris en Côte d'Ivoire. Pour cette édition, c'est la région du Moronou qui a été choisie. La campagne de vaccination qui va durer une semaine a débuté par la ville de Bongouanou, chef-lieu de région. Pour l'ensemble du Moronou, l'ONG espagnole prévoit d'administrer 14 000 doses de vaccins contre la méningite aux enfants âgés de 2 à 12 ans. Ce vaccin garantit 3 ans de protection aux enfants de la région du Moronou contre la méningite.
Au nom des populations, l'inspecteur général d'État et cadre de la région n'a pas manqué de dire merci à l'ONG Africa Arco-Iris. Mieux, Théophile Awandoli souhaite voir cette coopération s'accentuer. Auprès de l'ONG Africa Arco-Iris, il plaide notamment pour le renforcement des plateaux techniques des centres hospitaliers du Moronou ou encore un appui en fourniture de médicaments. L'ONG Africa Arco-Iris se dit favorable à cet appel de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Elle promet de revenir dans le Moronou, cette fois avec 12 000 doses de vaccins contre la fièvre typhoïde. Et du Moronou, je vous amène à présent dans le Poro. C'est dans le village de Pamvogo qu'on va se rendre. C'est à quelques kilomètres de Korogo. Ce village vient de bénéficier des actions de bienfaisance de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. L'école primaire du village a été dotée d'une cantine entièrement équipée et en plus de 300 kits scolaires offerts aux écoliers de la localité. On retrouve Mahama Traoré. Sur des notes de balafon, ces écoliers du village de Pamvogo, dans le département de Korogo, peuvent exulter. Leur école primaire vient d'être dotée d'une cantine, offerte et entièrement équipée par la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. La donatrice offre également au village 300 kits scolaires et des tonnes de vivres pour permettre à la cantine de fonctionner. Votre action ici à Pamvogo permettra d'améliorer les conditions de vie et le rendement scolaire des élèves tout en leur offrant un cadre propice à l'apprentissage. Merci infiniment pour cette preuve d'humanisme qu'elle a toujours démontré à travers le monde, qu'elle a toujours démontré à travers l'Afrique, qu'elle a toujours démontré en Côte d'Ivoire. Et là, je dirais, la preuve d'affection qu'elle a pour nous, particulièrement Pamvogo. Appuyer la scolarisation à Pamvogo, terre natale de Brahima Koulibaly, proche collaborateur de la première dame Dominique Ouattara. Voilà qui motive ce geste, selon Aïssatou Sissé, responsable de l'éducation à la Fondation Children of Africa. Encourager nos enfants à l'école, cette cantine va participer à maintenir les enfants à l'école, à les encourager. Merci aux enseignants. C'est vous qui allez assurer l'avenir de nos enfants. Après la cantine et les kits scolaires, le village de Pamvogo a soumis une autre doléance à la première dame Dominique Ouattara, celle de doter l'école primaire d'un second bâtiment de 3 classes. L'école ivoirienne est donc sur les rails et pour cause, à Séguéla et à Kani, dans le Ourodougou, des établissements scolaires du secondaire et du primaire ont reçu des cantines, des centaines de tables-bancs. Un don du conseil régional du Ourodougou qui veut ainsi contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de ces écoles. Parc Gassoro Koné, de retour du Ourodougou. Ces élèves du collège Koné Moussa de Kani et du lycée Dominique Ouattara de Séguéla peuvent applaudir. Leurs établissements scolaires viennent de bénéficier de tables-bancs. Comme ces établissements scolaires, les collèges de proximité de Orofla, de Diarabana et de Douala, ainsi que les écoles primaires publiques des villages de Tiesso et de Komatou ont également été dotés de tables-bancs. Un don du conseil régional du Ourodougou en vue de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de la région. Donc nous mettons actuellement l'accent sur les écoles et les conditions de travail des élèves de ces écoles. Quand on construit un collège, il faut bien l'équiper. Nous offrons par la même occasion à ces collèges des tables-bancs. Responsables d'établissements, enseignants, élèves et parents d'élèves n'ont pas manqué de traduire toutes les reconnaissances aux donateurs. Ces tables-bancs viennent après nommer soulager l'administration. Les actions de cette nature permettront à nos enfants d'étudier dans de meilleures conditions. Depuis la rentrée, on avait des difficultés pour ce qui est du mobilier scolaire et les élèves étaient contraints de s'asseoir 3 voire 4 par banc pour pouvoir suivre les cours. Et quelquefois, il nous a été donné de constater que certains élèves étaient même debout dans certaines classes pour suivre les enseignements. Ce type de conditions n'est pas propice à de bons résultats. Maintenant, avec les nouveaux bancs, on s'assoit 2-2. Vraiment, je dis merci à tous ceux qui nous ont donné les bancs
Pour le conseil régional du Rodrou, ces actions vont se poursuivre dans d'autres établissements scolaires de la région. Nous restons encore un moment à l'intérieur du pays. Prochaine escale, Bondoukou, plus précisément la sous-préfecture de Tabagne, qui vient de bénéficier d'un projet de logement en faveur des familles à revenus modestes. Ce projet est le résultat d'un partenariat entre l'ONG internationale Habitat for Humanity Côte d'Ivoire et l'association Katahua. Les familles bénéficiaires de ce projet ont reçu les clés de leur nouvelle maison, un rêve devenu donc réalité. Mamadou Kwasi, depuis Tabagne. Ce sont des logements de 3 pièces, dont 2 chambres avec un séjour, une toilette, une salle d'eau, une cuisine et une terrasse. Les maisons ont été construites grâce au cofinancement de l'ONG américaine et de la mutuelle de Katahua. Elles sont destinées à des familles modestes qui ont participé à hauteur de 30% au financement de ces habitations. Le directeur national de Habitat for Humanity Côte d'Ivoire, Jean-Jacques Yao, a saisi l'occasion pour réaffirmer son attachement à lutter contre la pauvreté afin d'améliorer les conditions de vie des plus démunis. Je n'oublie pas mes braves parents paysans ou agriculteurs, bâtisseurs de ce beau pays, grâce à votre ardeur et au courage dans le travail de la terre. Organisez-vous en coopérative ou groupement, mobilisez-vous et venez à Habitat pour bénéficier de logements à moindre coût. Kosonou Ignace, président du conseil régional du Kontougou, a traduit sa totale satisfaction quant au logement réalisé. Pour lui, l'ONG américaine mérite d'étendre ses actions de développement dans tout le pays. Lago Digbe Mathieu, sous-préfet de Tabagne, a invité les autres localités de la région à s'inspirer de l'exemple de la mutuelle de développement de Katahua pour amorcer leur développement socio-économique. Emerson Mnangagwa succède officiellement à Robert Mugabe. Des dizaines de milliers de personnes se sont réunies ce vendredi au stade national d'Harare au Zimbabwe. Un rassemblement pour suivre en direct la cérémonie d'investiture du nouvel homme fort du pays. Un moment historique après les 37 ans de règne de Robert Mugabe poussé vers la sortie par un coup de force de l'armée. Gabriel Zani. Le Zimbabwe a tourné ce vendredi la page des 37 ans de règne de Robert Mugabe. Le nouveau président a prêté serment. À 75 ans, Emerson Mnangagwa a pris les rênes du Zimbabwe 3 jours après la démission de Robert Mugabe, poussé vers la sortie par l'armée et son parti, le ZANU-PF. Moi, Emerson Dambuzo Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe. Dans un discours donné dans un stade de la capitale Harare où des dizaines de milliers de personnes se sont pressées, Emerson Mnangagwa a rendu un hommage à Robert Mugabe, le père de la nation zimbabwéenne. Acceptons et reconnaissons tous son immense contribution à la reconstruction de notre nation, a déclaré Emerson Mnangagwa après avoir été investi chef de l'État. Par ailleurs, le nouveau président a promis de réduire la pauvreté et de lutter contre la corruption en créant des emplois pour la jeunesse. En effet, avec un taux de chômage estimé à 90%, les Zimbabwéens vivent de petits boulots dans une économie informelle. Dans un discours d'ouverture au reste du monde qu'il a prononcé pour la reconstruction du pays qui croule sous le poids des dettes, Emerson Mnangagwa promet aussi d'indemniser les fermiers blancs qui ont été expulsés sous Mugabe. Un discours positif qui referme les pages de 37 ans de règne reclus. Les prochaines élections sont prévues en 2018 au Zimbabwe. Un mot de sport pour refermer ce journal. Pour la 7e journée du championnat national ce week-end, plusieurs stades du pays vont vibrer au rythme du football. Le leader du championnat, l'AFAD, va défendre sa place samedi au stade Robert Champroux de Marcory et ce sera face au Sporting Club de Gagnoa. On en parle avec nos confrères de RTI Sport. Après une 6e journée riche en buts, 14 inscrits en 6 rencontres et une boulimie offensive retrouvée du WAC, 3 buts, de la SEC, 5 buts et de la FAD, 3 buts, on s'attend à une 7e journée encore plus offensive. Le stade Robert Champroux de Marcory accueille le leader du championnat, la FAD, qui reçoit Gagnoa, actuel 7e du classement général. Les académiciens ont certes laissé filer 2 précieux points le week-end dernier face au Guêpes de Williamsville, mais ils gardent la première place du classement avec 14 points devant la SEC Mimosa, 2e au classement avec 13 points.
Les garçons du président Issouf Diabaté, 7e au classement avec 8 points, comptent bien continuer à grignoter des points et jouer les troubles fêtes. Parviendront-ils à stopper les rugissements des lions du plateau? Gagnoa a des chances de créer la surprise et cela passera aussi par la mobilisation de son 12e homme, les supporters de la région du Gor. Le second tableau ce samedi est un véritable plat de résistance. Les Oyers partent à l'assaut d'un stade d'Abidjan mal en point après sa déconvenue 5-0 face à la SEC. Un duel en apparence déséquilibré, mais un match Africa Stade n'est jamais joué d'avance. Enfin, dimanche, les Seweke, en ce moment dans la zone de relégation, vont défier les Guêpes de Williamsville, 5e du championnat. Les Bleus et Blancs veulent renouer avec la victoire et raviver la flamme des années 2012, 2013, 2014, où 3 fois d'affilée, ils ont plané sur le championnat ivoirien. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.